Il a dit: «L'amour nous a protégés, mais personne ne peut complètement protéger une fille quand une personne, incontrôlée et totalement égoïste, comme ma mère, vit sous le même toit et porte la même bague de mariage que toi». Je m'appelle, Julie May Delorme, j'ai 79 ans et j'ai vécu chacun de ces ans ici même, dans ce coin béni de la terre de Dieu appelé, Malaucène, Vaucluse. La plupart des gens m'appellent mademoiselle Julie ou mamie Perle et c'est ainsi que je préfère, aujourd'hui. Je suis assise ici dans ce rocking chair que mon défunt mari Jean m'a offert, comme cadeau de mariage, il y a tant d'années, prête à partager une histoire que j'ai jamais pensé avoir le courage de raconter. Avant de commencer, je veux remercier chacun d'entre vous qui écoutez. Dites-moi dans les commentaires, de quelle partie de la France vous venez. Ça me fait tellement plaisir de savoir que cette vieille femme peut, entrer dans votre maison grâce à cette chose d'internet, que mon petit-fils Pierre m'a appris à utiliser. Si vous aimez mon histoire, partagez-la s'il vous plaît. Chaque partage est comme une étreinte chaleureuse qui m'atteint ici et me donne la force, de continuer, à partager, mon histoire. Je suis née en 1946 dans une maison en bois simple avec un toit en tôle ici même à Malaucène, à une époque où l'électricité n'était même pas fiable. Nous n'étions que moi, mon papa Jacques et ma mère Marguerite, enfant unique, ce qui était rare à l'époque, où les familles avaient généralement 6 ou 7 enfants. Aujourd'hui, je comprends que c'était Dieu qui empêchait d'autres enfants de venir souffrir ce que j'ai souffert. Mon papa était cultivateur de lavande, travaillant du lever au coucher du soleil dans les champs, un homme bon avec des macailleuses et un sourire facile. Même quand les temps étaient durs, il m'a appris l'agriculture, m'a mis sur un cheval quand j'étais haute comme 3 pommes, m'a montré comment savoir quand la lavande était prête en touchant les épis. Julie May, disait-il, apprends ces choses, car la connaissance est la seule chose que personne ne peut enlever. Maintenant, ma mère est bien. Ma mère était ce que les gens appelaient nerveuse, mais aujourd'hui, avec ce que je sais, je comprends qu'elle souffrait de graves problèmes mentaux. Un jour, elle était heureuse, fredonnant dans la maison, préparant des repas délicieux et brossant mes cheveux avec soin. Le lendemain, elle se transformait en quelqu'un de complètement différent, comme si un esprit maléfique l'avait saisie. Elle cassait des assiettes, criait des absurdités, me regardait comme si j'étais une étrangère qui avait envahi sa maison. Et la boisson ne faisait qu'empirer tout. Ça commençait par une petite gorgée de vin caché près du poêle à bois pendant qu'elle préparait le déjeuner, puis une autre gorgée en faisant la lessive le soir. La bouteille était à moitié vide et elle n'était plus ma mère, elle était quelqu'un d'autre. Enfant inutile. Tu n'es que des ennuis, disait-elle pendant que j'essayais de me cacher sous la table de la cuisine. Si ce n'était pas pour toi. J'aurais pu m'enfuir avec Guillaume. Ce Guillaume était un colporteur qui passait de temps en temps. Je n'ai compris que beaucoup plus tard que ma mère avait une liaison avec lui. Les coups ont commencé pour n'importe quelle raison. Si je faisais tomber un verre, si je mettais trop de temps à aller chercher de l'eau au puits, si je pleurais de peur, quand elle commençait à crier « Je vais t'apprendre à être quelqu'un », disait-elle, attrapant la ceinture de papa ou une baguette verte de saule qui brûlait comme du feu sur la peau.
Papa voyait rarement ces scènes. Elle était rusée, attendant qu'il parte au travail. Quand il rentrait et me trouvait avec des marques, ma mère inventait rapidement des histoires. Cette fille têtue est tombée du péché. Ou elle jouait dans les mûriers. Je lui avais dit de ne pas le faire. Et moi, morte de peur, hochais la tête en accord. Il y avait des jours où elle disparaissait, partait tôt le matin, disant qu'elle allait au magasin général et ne revenait que 2, 3 jours plus tard, sentant le vin et un parfum bon marché. Papa devenait fou d'inquiétude, cherchant dans tous les coins du département. Je restais chez notre voisine, Madame Béatrice, une vieille dame qui faisait des biscuits au bas beurre qui fondaient dans la bouche et me racontait des histoires pour distraire de la peur. Quand maman revenait, papa essayait de parler. Marguerite, tu as besoin d'aide. Allons en ville voir le médecin. Elle se transformait en chat sauvage. Tu me traites de folle? Je suis folle. Jacques. Et elle commençait à tout casser, déchirer les vêtements, menacer de brûler la maison. Une fois, quand j'avais environ 8 ans, j'ai mis une robe du dimanche que papa avait achetée en ville. Elle était bleu clair avec 2 petites fleurs blanches. La plus belle chose que j'avais jamais vue. Ma mère m'a regardée avec une haine qui a gelé mon sang. Tu penses que t'es jolie? Tu penses que tu vas prendre la place de ta mère? Déjà amoureuse de ton propre papa. Et dans un accès de rage, elle a pris des ciseaux et coupé la robe directement sur mon corps, me laissant debout là en sous-vêtements au milieu du salon, pleurant de honte et de peur. L'argent était un autre problème. Papa le gardait dans une vieille boîte de café cachée sous une planche de plancher branlante. Ce qu'il pouvait économiser de la vente de lavande, c'était pour acheter des graines, de l'engrais, des médicaments quand nécessaire, des Temps and Temps. Il ouvrait la cachette et l'argent avait disparu. Au début, il pensait qu'il avait mal compté. Puis il a commencé à noter combien il y avait sur un papier. Aucun doute, elle volait. Marguerite, où est l'argent de la récolte? Demandait-il. Quel argent? Tu deviens fou, probablement dépensé en vin au bistrot. Et maintenant tu me blâmes, répliquait-elle, renversant la situation. On est nuit. Je me suis réveillée et j'ai trouvé papa pleurant doucement à la table de la cuisine. Je n'avais jamais vu mon papa pleurer. Homme fort qui pouvait supporter le soleil et la pluie dans les champs sans se plaindre. Mais il était là, sanglotant comme un enfant. Je me suis approchée sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, rien. Ma chérie, retourne te coucher. C'est à cause de maman. Il m'a regardé. Surprise. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce qu'une enfant de 9 ans comprenne ce qui se passait. Il m'a tiré sur ses genoux, chose qu'il n'avait pas faite depuis un moment, pensant que j'étais trop grande. Ta maman n'est pas une mauvaise personne. Julie May, elle est malade, mais elle ne sait pas qu'elle est malade. Tu comprends? C'est comme si elle avait une fièvre à l'intérieur, mais dans sa tête. Pourquoi elle ne prend pas de médicaments? Alors, parce que pour prendre des médicaments, il faudrait d'abord qu'elle accepte qu'elle est malade et elle ne l'acceptera pas. Cette nuit-là, il m'a dit qu'il avait rencontré ma mère à une fête religieuse. Elle était la plus jolie fille à la danse. Cheveux noirs longs, yeux couleur de miel,
un sourire qui illuminait tout autour, comme le tien. Ma chérie, il est tombé amoureux tout de suite. Les premières années de mariage, ils étaient heureux. Elle était aimante, vivante, pleine de projets. Puis, elle a commencé à changer, d'abord des crises de pleurs sans raison, puis des accès de colère pour des petites choses. Enfin, la boisson est venue comme sa manière d'essayer de se soigner. Son papa, ton grand-papa, était comme ça aussi, expliquait-il. Bouwait devenait violent, puis pleurait de regret. Sa mère a supporté jusqu'à ce qu'elle meure. Jeune d'un cœur brisé, disait-il, papa a tout essayé, a fait venir des guérisseurs religieux à la maison quand elle refusait de voir le médecin, des femmes saintes, des tisanes, des prières lors des réveillons. Rien n'a fonctionné. Avec le temps, elle empirait et lentement, elle détruisait non seulement elle-même, mais tout autour d'elle. L'amour de mon papa, la paix dans notre maison, mon enfance. Les voisins évitaient notre maison. Les autres enfants n'étaient pas autorisés à jouer avec moi, car leurs parents ne le permettaient pas à l'école. Quand j'ai commencé à y aller, j'entendais des chuchotements. C'est la fille de la folle. Je me cachais dans les coins, essayant d'être invisible. J'ai appris à ne pas attirer l'attention, à ne pas faire de bruit, à prévoir ses humeurs par la façon dont la porte claquait quand elle entrait. Papa essayait de compenser les week-ends quand il n'était pas dans les champs. Il m'emmenait pêcher à la rivière. Il m'a appris à faire des pièges à oiseaux, juste pour regarder et les relâcher après. Il racontait des histoires inventées sur des princesses courageuses qui sauvaient des royaumes entiers. Il me montrait les constellations dans le ciel nocturne, leur donnant des noms amusants qu'il inventait lui-même. Là, chez la cocotte minute, et là, c'est le chapeau du cow-boy. C'était des moments de paix dans un monde qui, pour moi, semblait toujours sur le point d'exploser. Je vivais en marchant sur des œufs, essayant de deviner quelle version de ma mère apparaîtrait chaque jour. Si c'était celle qui faisait du pain de maïs sucré et m'appelait ma petite chérie, ou celle qui jetait des assiettes contre le mur et me pinçait jusqu'à ce que j'aie des marques violettes sur les bras. Tout a empiré quand j'ai eu 12 ans et que mon corps a commencé à changer, des bourgeons de poitrine apparaissant, des hanches s'élargissant. Ma mère me regardait comme si j'étais une rivale. Tu penses que tu es une femme maintenant, tu penses que les hommes vont vouloir une chose laide comme toi. Le même jour, elle complimentait quelle jolie fille maman, et quelques heures plus tard accusait tu balances tes hanches pour attirer l'attention de ton papa. Un après-midi, et je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé notre chien bleu mort dans la cour arrière. Il avait été empoisonné. Papa n'était pas à la maison, était allé vendre de la lavande en ville. Je suis entrée en courant, pleurant, appelant ma mère. Elle était dans la cuisine, buvant du café avec un homme que j'ai reconnu comme ce Guillaume. Maman, bleu et mort. Elle m'a même pas regardé correctement. Et alors, juste un bâtard galeux. Mais savez-vous ce qui s'est passé? C'est là que j'ai vu une bouteille vide de poison pour rat dans le coin de l'évier. L'homme a remarqué mon regard et a ri. Ta maman n'aime pas les animaux.
petite, n'aime pas les animaux ni les enfants, n'est-ce pas, Marguerite? Et les avait aussi un rire qui ne ressemblait pas à elle, juste aux hommes. Guillaume. J'ai couru hors de là, effrayée de ce qui pourrait arriver. Je suis allée chez Madame Béatrice et restée jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand papa est revenu, je n'ai pas eu le courage de lui dire ce que j'avais vu. J'avais peur que si papa confrontait maman à propos de Guillaume, elle pourrait faire quelque chose de pire, pas au chien cette fois, mais à moi. La peur grandissait avec moi, elle grandissait comme du liseron, envahissant tout. Peur de rentrer à la maison et de ne pas savoir ce que je trouverais, peur de m'endormir et de me réveiller avec elle debout près de mon lit, me regardant dans le noir, comme c'était arrivé quelquefois. Peur qu'un jour elle fasse à papa ce qu'elle avait fait à Bleu. C'était un secret trop lourd pour une fille à porter, mais je le portais jour après jour, faisant semblant devant les autres que nous étions une famille normale. Je peignais des dessins à l'école avec père et mère, et filles se tenant la main sous un soleil souriant. Je mentais quand l'enseignante demandait pour les marques sur mes bras. Je souriais quand il demandait si tout allait bien à la maison. Et c'est ainsi que s'est passée mon enfance. Mes amis, un mélange de terreur et de petit bonheur dans les interstices que mon papa réussissait à créer. Apprendre à lire a été mon salut. Dans les livres, je pouvais m'échapper, être quelqu'un d'autre, vivre d'autres vies, où les mères aimaient leurs filles et où il n'y avait pas de monstres cachés à l'intérieur des gens qui devraient vous protéger maintenant. En regardant en arrière avec les yeux de quelqu'un qui a beaucoup vécu, je comprends que ma mère était malade. À l'époque, on ne parlait pas de troubles bipolaires, d'alcoolisme comme maladie, c'était tout faiblesse d'esprit, manque de Dieu dans le cœur ou simplement folie. Il n'y avait pas de traitement approprié, pas de bons médicaments, pas de soutien pour les familles, mais comprendre n'efface pas les cicatrices. Il y a desmarqué ce qu'elle est s'adoucit, mais ne fait pas disparaître. Et c'est en portant ces cicatrices que j'ai atteint mes 14 ans, quand enfin les choses ont commencé à changer d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mandé, papa. Jacques était un de ces hommes que Dieu envoie sur terre pour montrer qu'il y a encore de la bonté dans le monde. À la maison, je vivais en marchant sur des œufs en sa compagnie. Je pouvais enfin respirer sans peur. C'était comme si nous avions deux mondes complètement différents, sous le même toit. À 14 ans, j'avais déjà à peu près la taille que j'ai aujourd'hui, toujours été une petite chose, mais à l'intérieur, je portais le poids d'une adulte. J'ai appris tôt à lire les signes, à remarquer quand la tempête se formait à l'horizon. Je pouvais dire par la façon dont la porte claquait, par l'odeur de vin mélangée au café venant de la cuisine, par la manière dont les oiseaux devenaient soudainement silencieux dans la cour. On dirait que eux aussi reconnaissaient quand ma mère avait ses mauvais jours. Papa remarquait ma souffrance, bien sûr qu'il le faisait. Je l'ai vu plusieurs fois essuyer des larmes derrière la grange, ou faut prier doucement tôt le matin quand il pensait que je dormais. Saint-Jacques, mon saint patron, protège ma fille, murmurait-il, et d'une certaine manière, ses prières étaient exaucées, car dans les moments les plus critiques, un salut apparaissait toujours.
Je me souviens d'un jour où ma mère avait encore disparu. Cette fois, pendant presque une semaine, papa a décidé que nous avions besoin d'une bonne journée, malgré l'inquiétude. Il m'a réveillée tôt, encore sombre. Prépare un sac avec un change de vêtements et ta robe du dimanche, a-t-il dit avec un sourire que j'avais pas vu sur son visage depuis longtemps. Nous partons en voyage. J'ai tout préparé en un instant, mon cœur bondissant de joie. Un voyage, nous n'avions jamais quitté ce bout de terre. Nous sommes montés dans la charrette tirée par notre jument, et Toile. Et nous sommes dirigés vers la route principale. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel d'un rose orangé si beau qu'on aurait dit une peinture, l'odeur de la rosée, l'herbe humide, les oiseaux se réveillant et chantant, tout semblait nouveau et plein de promesses. Où va-t-on, papa Carpentras? Je vais te montrer la ville, Julie May. J'ai saisi sa main et serré fort. La ville, je ne la connaissais que par les histoires qu'il me racontait, par les images dans les livres scolaires. Nous avons voyagé toute la journée, même pris un trajet en camion sur la grande route. Quand nous sommes arrivés à Carpentras, c'était presque la nuit. Nous sommes restés chez un cousin éloigné qui savait à peine qui nous étions, mais nous a accueillis à bras ouverts, comme c'est la manière de notre peuple. Le lendemain, papa m'a emmené au centre-ville pour voir les grands bâtiments. Quand j'ai vu tous ces gens, tout ce mouvement, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était trop grand. Trop beau, trop libre. Papa m'a appris à monter dans un ascenseur sans avoir peur, à sentir les sons de la ville comme s'ils étaient de la musique. La ville est comme la vie. Ma chérie, expliquait-il, parfois calme, parfois sauvage, toujours en mouvement, mais peu importe la force de la tempête à la surface, dans les profondeurs, l'eau reste paisible. C'est alors qu'il m'a donné un cadeau que je garde à ce jour, un petit coquillage rose parfait. Il l'avait acheté dans une boutique de nouveautés. Quand les choses deviennent difficiles, tiens ce coquillage et souviens-toi qu'il y a un monde immense là dehors qui t'attend. Nous sommes rentrés chez nous 2 jours plus tard et comme prévu, ma mère était déjà revenue. Elle était furieuse de ne pas nous avoir trouvés. Elle avait cassé des assiettes, déchiré les rideaux que ma grand-mère avait fait, éparpillé de la farine partout dans la cuisine. Quand elle nous a vus arriver, elle s'est jetée sur papa avec un balai. Où étais-tu? Avec quelle femme? Jacques, emmenant ma fille rencontrer tes maîtresses. Papa, toujours patient, n'a pas répondu aux accusations. Il a juste dit avec une fermeté qu'il montrait rarement à 16. Marguerite, je ne permettrai plus que tu transformes cette maison en enfer. Si tu veux rester ici, tu devras te faire soigner. C'était la première fois que je le voyais tenir tête à elle comme ça. Quelque chose avait changé en lui pendant notre voyage. Peu être voir la ville, cette force de vie lui avait donné un nouveau courage. Ou peu être était-ce simplement l'amour d'un père atteignant la limite de ce qu'il pouvait supporter. Les mois qui ont suivi étaient une guerre silencieuse à l'intérieur de la maison. Papa cachait les bouteilles de vin. Maman trouvait un moyen d'en avoir plus. Il essayait de la convaincre de voir le médecin en ville. Elle refusait bec et ongles.
Je ne suis pas folle. Tu veux juste m'enfermer pour avoir la maison, la terre. » Pendant ce temps, papa se pliait en quatre pour me donner des moments de normalité. Il a construit une petite étagère en bois qu'il a remplie de livres d'occasion qu'il achetait quand il allait vendre de la lavande en ville. À travers ces pages jaunies, j'ai découvert des mondes que je n'imaginais même pas exister. Je voyageais avec des personnages vers des terres lointaines, pleurais avec leurs peines, célébrais leur victoire. Papa remarquait que les livres étaient mon refuge et encourageait de plus en plus. Étudie, Julie May, la connaissance est la seule chose que personne ne peut enlever. Et j'étudiais avec une faim qui venait de mon âme, pendant que d'autres filles de mon âge sortaient déjà, pensaient au mariage. Je rêvais d'autres horizons. Je voulais être enseignante, voulais aider d'autres enfants à trouver dans les livres le même réconfort que j'y trouvais. Les nuits où ma mère sortait à ce moment-là, elle ne prétendait même plus qu'elle rencontrait d'autres hommes. Papa et moi nous asseyions sur la véranda et il m'apprenait à reconnaître les constellations. Il inventait des histoires pour chaque groupe d'étoiles, des histoires qui n'étaient dans aucun livre, directement de son imagination. Vois ces 3 étoiles alignées, c'est la ceinture du chasseur courageux. Il protège la forêt et toutes les créatures qui y vivent. C'était dans ces moments que je sentais que nous avions notre propre langage secret. Un monde privé où la douleur n'entrait pas. Papa ne parlait jamais en mal de ma mère, même en souffrant, même trahi, même voyant l'argent durement gagné volé pour acheter du vin. Il ne la rabaissait jamais devant moi. Ta mère est malade. Jolie, elle n'a pas choisi d'être ainsi. Le vin est un démon qui s'empare et ne lâche pas. C'est lui qui m'a appris la plus grande leçon de ma vie, qu'il est possible d'aimer sans cesser, de se protéger, qu'il est possible de pardonner sans accepter l'abus, qu'il est possible d'avoir de la compassion sans devenir victime. Quand j'ai eu 15 ans, papa a organisé une petite fête, juste nous deux, vraiment. Il a rôti un poulet sur le poêle à bois, fait du gruau, une salade du jardin. Pour le dessert, un gâteau de pain de maïs avec de la confiture qu'il a fait lui-même, maladroit, mais avec tellement d'amour. C'était le meilleur du monde, comme cadeau. Il m'a donné un carnet à couverture rigide, un de ces jolis qu'on voyait seulement à la papeterie en ville, pour que tu écrives tes pensées, tes rêves, tes histoires. Un jour, tu voudras te souvenir de tout ce que tu as vécu. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris la valeur de ce cadeau. Ce n'était pas juste un carnet, c'était une invitation à raconter ma propre histoire, à avoir une voix, à transformer la douleur en mots et les mots en guérison. Ce carnet est devenu mon confident dans les années suivantes. J'écrivais tout, les bons jours, les mauvais jours, les espoirs pour l'avenir, les peurs que je n'osais partager avec personne. Je le cachais sous le matelas et quand j'entendais ma mère approcher, je le cachais rapidement au nez nuit. Pourtant, elle l'a trouvé, elle était ivre, fouillant ma chambre, cherchant de l'argent pour acheter plus de vin. Quand j'ai vu le carnet dans ses mains, mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que c'est? Tu es écrit sur moi, enfant ingrate. J'essayais de reprendre le carnet, mais elle était plus forte.
Elle a commencé à lire à haute voix, se moquant des passages où je me confiais sur la peur que j'avais d'elle, sur comment je rêvais d'une mère différente, sur comment je me sentais seule même en vivant avec 2 personnes. À chaque mot qu'elle lisait, son visage devenait plus rouge, plus tordu de rage. Elle a jeté le carnet par terre et s'est avancée sur moi. Alors c'est ce que tu penses que je suis un monstre, que je ne t'aime pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis enfuie dans la chambre de mes parents, m'y suis enfermée. Elle frappait à la porte, criant des choses terribles. Papa n'était pas à la maison, était allé aider un voisin dont la vache vélait. Je priais pour qu'il revienne vite, que quelqu'un me sauve. Quand papa est enfin rentré, il a trouvé la maison sans dessus-dessous et moi blottie dans le coin de la pièce, tremblant comme une feuille. Ma mère avait déchiré mon carnet en morceaux, cassé mes quelques affaires et finalement s'était évanoui ivre dans le salon. Papa n'a rien dit, il m'a juste enlacé fort, si fort que je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Cette nuit-là, nous avons tous 2 dormi sur la véranda, regardant les étoiles, effrayés de ce qui pourrait arriver si nous restions à l'intérieur. Le matin, quand le soleil s'est levé, il a fait un café fort et m'a appelé pour une conversation sérieuse. Je l'aimais. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Il est temps que nous fassions quelque chose. C'était le début du changement que nous attendions depuis si longtemps. Papa, cet homme silencieux, qui endurait tout avec résignation, avait enfin atteint sa limite, pas pour lui, pour moi. Son amour pour moi était plus grand que la peur, plus grand que les doutes, plus grand que la pitié qu'il ressentait pour la femme malade qu'il avait épousée. Et ainsi, avec cet amour de père comme boussole, nous avons commencé à planifier ce qui serait la fin de notre souffrance. Et ironiquement, le salut de ma mère, car parfois, il faut toucher le fond pour enfin lever les yeux et voir la lumière. Ce matin-là, en 1961, assis à la table de la cuisine avec papa, je sentais que quelque chose d'important allait se passer. Je venais d'avoir 15 ans et j'avais des cernes à cause des semaines sans bien dormir. Mon carnet détruit, mes quelques rêves d'adolescente éparpillés en morceaux sur le sol de la maison. Ma fille a commencé papa, tenant mes mains entre les siennes, rugueuse à cause de tant de travail dans les champs. Aujourd'hui, nous allons chercher de l'aide, une vraie aide. Je confesse que mon cœur s'est serré. Tant de fois nous avions essayé, tant de fois nous avions échoué, guérisseurs religieux, prières, discussions, menaces. Rien n'avait fonctionné jusqu'à présent, mais il y avait quelque chose de différent cette fois, une détermination dans les yeux de mon papa que je n'avais jamais vu auparavant. Ce même matin, pendant que ma mère dormait encore du sommeil lourd de la boisson de la veille, papa a sellé le cheval et m'a demandé de préparer un petit baluchon. Nous serons partis quelques jours. Julie, prends ce dont tu as besoin. Je n'ai pas demandé où nous allions. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque au monde. S'il disait qu'il était temps de chercher de l'aide, alors c'était le cas. J'ai emballé quelques vêtements, du savon, la brosse à cheveux, et à la dernière minute, j'ai rassemblé quelques morceaux de mon carnet déchiré que j'avais réussi à sauver.
C'étaient des pages détachées, froissées, mais elles contenaient des parties de mon histoire. Je ne voulais pas perdre. Nous sommes partis tôt, avec le brouillard couvrant encore les champs de lavande comme une couverture. Le sentiment de laisser cette maison derrière, même temporairement, était un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement d'échapper à la peur constante. Culpabilité d'abandonner ma propre mère et maman. Elle sera seule. Ai-je demandé, alors que nous nous éloignons sur le chemin de terre, j'ai laissé un mot à Madame Béatrice. Elle vérifiera sur ta mère plus tard. Nous avons voyagé toute la journée, d'abord à cheval jusqu'à la route principale, puis pris un trajet en camion de lait jusqu'à Sorgues. De là, un bus pour Carpentras. C'était la deuxième fois que j'allais en ville. Mais cette fois, c'était pas pour visiter. Le visage de papa était tendu, concentré, comme quelqu'un partant pour une bataille importante. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi dans un grand bâtiment aux murs jaunis par le temps et aux fenêtres hautes, à l'entrée, une pancarte indiquait Palais de justice de Carpentras. Je n'avais jamais été dans un tel endroit, si imposant, si sérieux. Papa a ajusté son chapeau de paille, lissé sa chemise pour enlever les plis du voyage et m'a regardé fermement. Nous allons trouver la justice, ma fille, une justice qui aide nous tous. Toi, moi et ta mère aussi. À l'intérieur du bâtiment, de longs couloirs et de nombreuses portes. Des gens en costume et cravate marchaient rapidement avec des papiers en main. Je me sentais petite, déplacée dans ma robe simple et mes sandales usées. Mais papa marchait comme s'il savait exactement où aller. Il s'est arrêté à une porte qui indiquait tribunal pour mineurs. Ce n'est qu'alors que j'ai compris qu'il n'était pas là seulement pour ma mère, mais pour moi aussi, pour me protéger. Un homme d'âge moyen portant des lunettes rondes avec des cheveux gris aux tempes. Nous, a Jesus, Hugh Thomas Pascal, juge du tribunal pour mineurs. Il avait des yeux gentils qui semblaient voir au-delà des apparences. Monsieur Delorme, vous êtes venu? Bien. Et ceci doit être Julie. J'étais surprise qu'ils connaissent nos noms. Plus tard, j'ai découvert que papa était venu en ville seul des semaines auparavant pour consulter sur ce qui pouvait être fait. Il avait parlé à des avocats, des travailleurs sociaux, expliqué notre situation. Le plan était en marche depuis un certain temps, sans que je le sache. Dans cette pièce, pour la première fois de ma vie, j'ai raconté à un étranger tout ce qui se passait dans notre maison, les coups, les cris, les menaces, les nuits où je me réveillais avec ma mère me regardant dans le noir, le chien empoisonné, l'orgent volé, les hommes qu'elle ramenait à la maison quand papa voyageait. J'ai parlé de la peur constante, de comment j'avais appris à lire les signes de danger, de combien de fois je pensais ne pas survivre jusqu'au lendemain. Pendant que je parlais, les larmes coulaient sur le visage de mon papa. C'était pas des larmes de faiblesse, mais d'un homme fort admettant, enfin, qu'il avait besoin d'aide, qu'il ne pouvait plus protéger sa fille seule. Le juge Thomas écoutait tout attentivement, prenant des notes, demandant parfois des détails. Quand j'ai fini, il a enlevé ses lunettes et frotté ses yeux, fatigué. « Julie, tu es une fille très courageuse. Ce que toi et ton père traversez n'est pas juste, n'est pas normal.
et n'est pas de votre faute. Ces simples mots sont tombés comme un baume sur mon âme blessée. Ce n'était pas notre faute, c'était pas parce que j'étais une mauvaise fille. Ce n'était pas parce que papa était faible, c'était parce que ma mère était malade et cette maladie devait être traitée. Nous sommes sortis du tribunal avec un plan. Le lendemain, une travailleuse sociale, un médecin et 2 policiers iraient avec nous à notre maison. Ils évalueraient la situation et si nécessaire, ma mère serait emmenée dans un hôpital psychiatrique à Carpentras où elle recevrait un traitement approprié. Ce n'était pas une prison, c'était des soins, c'était pas une punition, c'était une chance de guérison. Nous avons passé la nuit chez une travailleuse sociale, Madame Evelyne, qui nous a ouvert ses portes avec une gentillesse qui m'a émue. Elle avait une petite chambre propre avec une fenêtre donnant sur un jardin plein d'azalées roses. J'ai dormi comme j'avais pas dormi depuis des années, sans peur, sans sursaut, sans avoir besoin de garder mes oreilles alertes à chaque bruit. Le lendemain matin, sur le chemin du retour, papa essayait de cacher sa nervosité, mais ses mains tremblaient légèrement sur les rênes du cheval que nous avions emprunté. Et si elle n'est pas là, papa, et si elle s'est encore enfuie, alors nous attendrons qu'elle revienne. Nous n'abandonnerons pas. Julie May. Pas cette fois. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé notre maison dans un état encore pire que celui où nous l'avions laissée. Plus de choses cassées, de la nourriture, du garde-manger éparpillé sur le sol, des taches de vin bon marché sur les murs, et ma mère assise au milieu de cette destruction. Ressemblait à une enfant perdue, jouant avec les morceaux de ce qui était autrefois une famille. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, sans regard vidé, sans reconnaissance. Elle était maigre, ses cheveux autrefois magnifiques, maintenant emmêlés et sales. Pendant un moment, j'ai ressenti une profonde pitié. C'était pas la femme que mon papa avait rencontrée à la fête religieuse, la plus jolie fille à la danse. Elle n'était qu'une coquille de ce qu'elle avait été. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé. Sa voix rauque à force de crier, à force de boire. Que voulez-vous dans ma maison? Mon cœur s'est serré. Elle ne nous reconnaissait même pas. Jusqu'où la maladie avait-elle emporté son esprit? Il n'y avait pas de temps pour les réponses. Bientôt, la voiture des services sociaux est arrivée, apportant le médecin, la travailleuse sociale et les officiers de police. Comme convenu, ma mère, voyant des étrangers approcher, a paniqué. Elle a commencé à crier, à jeter tout ce qu'elle pouvait trouver. Je ne vais nulle part. C'est ma maison. Vous voulez m'enfermer? Me tuer. Jacques, traître, tu les as appelés pour me prendre. C'était une scène douloureuse. Le médecin a essayé de lui parler, de montrer qu'ils étaient là pour aider, mais elle était au-delà de tout raisonnement. Quand elle s'est jetée sur la travailleuse sociale avec un couteau, la police a dû la retenir. Ils l'ont emmenée toujours en criant, toujours en se battant. Au dernier moment, avant de monter dans la voiture, elle m'a regardée, vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur pure,
comme un animal acculé. Julie, ma fille, ne les laisse pas me prendre. C'était la première fois en année que je l'entendais m'appeler sa fille sans m'accuser de quelque chose, sans m'humilier. J'ai presque craqué, presque couru pour empêcher qu'on l'emmène. Mas papateno, ma mãe fermemei. C'est pour son bien, Julie May, pour le bien de nous tous. Nous sommes restés seuls dans la maison détruite, père et fille, regardant la voiture disparaître sur le chemin de terre rouge. Il n'y avait pas de joie, pas de sentiment de victoire, juste un étrange vide et la certitude que rien ne serait plus comme avant. Dans les semaines suivantes, nous avons commencé à reconstruire notre vie et notre maison. Nous avons nettoyé les débris, réparé ce qui était possible, jeté ce qui était irréparable. Nous avons planté des fleurs dans le parterre du jardin qui avaient séché faute de soins. Nous avons rangé chaque pièce, balayé chaque coin, comme si nous pouvions aussi balayer les mauvais souvenirs. Nous avons commencé à recevoir des nouvelles de l'hôpital. Ma mère avait été diagnostiquée avec une schizophrénie et un alcoolisme sévère. Elle aurait besoin d'un traitement prolongé, peut être pendant des années. La nouvelle était dure, mais au moins maintenant nous savions contre quoi nous luttions. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était pas un manque d'amour, c'était une vraie maladie avec un nom et un traitement. 1 mois après l'admission, nous avons été autorisés à lui rendre visite. J'ai fait le voyage jusqu'à Carpentras avec le cœur battant. Ne sachant pas à quoi m'attendre, nous avons trouvé ma mère dans une grande pièce, à size. Regardant par la fenêtre, elle était plus propre, moins agitée, mais toujours très maigre. Il n'y avait pas de grandes émotions à cette réunion. Elle semblait sédatée, distante. Elle a reconnu papa, mais m'a regardée comme si j'étais juste une vague connaissance. Peut être les médicaments, peut être la maladie progressant, peut être une mémoire sélective effaçant ce qui était trop douloureux à se souvenir. Vas-tu mieux? Marguerite a demandé papa, s'asseyant à côté d'elle. Je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Tu ne peux pas encore, chérie. Il faut d'abord que tu ailles mieux. Et combien de temps ça prendra? Aussi longtemps que nécessaire. Elle a hoché la tête, comme une enfant acceptant une règle qu'elle ne comprend pas tout à fait. Puis, dans un geste inattendu, elle a pris ma main. Elle n'a rindit, ne m'a pas regardé dans les yeux. Juste tenoma, c'était le geste d'affection le plus sincère que j'avais reçu d'elle depuis des années. Nous sommes rentrés chez nous ce jour-là, avec un poids plus léger sur les épaules. Il y avait de l'espoir, petit, fragile, mais réel. Dans les mois suivants, une routine s'est établie. Nous travaillons dans les champs pendant la semaine. Maintenant, j'ai des plus. Car papa vieillit les sites. Et son dos ne pouvait plus supporter le même effort. Les dimanches, nous allions à Carpentras pour rendre visite à ma mère. Lentement, très lentement, elle s'améliorait. Les médecins ajustaient les médicaments. Elle participait à des activités thérapeutiques. Elle apprenait à gérer la maladie. Il y avait des rechutes, bien sûr, des jours où nous la trouvions agitée, accusatrice, perdue dans ses délires, mais il y avait aussi de bons jours
où nous pouvions presque entrevoir la femme qu'elle avait été. C'était lors d'une de ses visites, presque un an après l'admission, qu'elle m'a surprise avec une question gelée. Est-ce que tu m'y. La question est sortie de nulle part. Alors que nous étions assis sur un banc dans le jardin de l'hôpital, papa était allé acheter de l'eau à la cafétéria. Nous n'étions que toutes les deux. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. La vérité était trop complexe pour tenir dans un simple oui ou non. Je ne te hais pas, maman. Je hais ce que la maladie t'a fait, à nous, mais toi, non. Elle a hoché la tête, comme si la réponse avait du sens pour elle aussi. Les médecins disent que j'ai fait des mauvaises choses, que je t'ai fait du mal. Ce n'était pas toi, maman, c'était la maladie. Je me souviens de certaines choses comme de mauvais rêves. Des traumas. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, faire les choses différemment. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. C'était le plus proche d'une excuse que j'avais jamais entendue d'elle. Et je savais combien cela devait être difficile pour elle d'admettre ce qui compte, c'est que maintenant tu vas mieux, nous allons tous mieux. Nous sommes restés assis en silence. Après ça, contemplant les fleurs du jardin, un silence différent, pas chargé de tension et de peur comme autrefois à la maison, mais possible, presque confortable. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que papa voulait dire par chercher une justice qui aide nous tous. C'était pas une question de punition, de vengeance, de faire payer quelqu'un pour la souffrance causée. C'était une question de guérison, de donner à chacun ce dont il avait besoin. Moi, la sécurité, Louis, la paix, ma mère, le traitement, la justice est venue à notre famille, non pas comme une épée flamboyante abattant les coupables, mais comme de l'eau fraîche lavant les blessures, comme une lumière éclairant les chemins sombres, comme des mains tendues offrant un soutien pour se lever et avancer. 2 ans ont passé avant que ma mère puisse rentrer à la maison, pas pour vivre de manière permanente, mais pour des visites supervisées. La maison qu'elle a trouvée n'était plus la même. Elle était plus jolie, plus organisée, plus harmonieuse. Nous avions un jardin maintenant avec des roses et des marguerites. Nous avions un potager abondant. Nous avions la paix. Les visites ont progressivement augmenté. D'abord quelques heures, puis une journée entière, puis un week-end. C'était un processus lent de réintégration, de reconstruction de la confiance. J'avais déjà 18 ans, alors je finissais mes études à l'école de la ville, rêvant de la possibilité de devenir enseignante. Papa, maintenant avec les cheveux complètement blancs, semblait avoir retrouvé une partie de la jeunesse que la vie dure lui avait volée. Et ainsi, pas à pas, jour après jour, nous avons tissé une nouvelle histoire pour notre famille. Une histoire de dépassement, de pardon, de nouveau départ. Une histoire où la justice ne venait pas par la punition, mais par la guérison, ou l'amour, même blessé. Trouver la force de continuer à croire et à espérer, car parfois la vie nous emmène sur des chemins que nous ne choisirions jamais volontairement, des chemins sombres, rocailleux, pleins de dangers. Mais ce sont précisément ces chemins qui peuvent nous mener aux paysages les plus beaux,
Si nous avons le courage de continuer, de chercher de l'aide quand nécessaire, de croire que des jours meilleurs sont possibles, et il l'était pour nous, and oh, comme il l'était les années suivant l'hospitalisation de ma mère ont apporté une paix que je ne savais même pas possible d'exister. Notre maison, autrefois un champ de bataille, est devenu un havre de paix. Les nuits, autrefois remplies de cris et de portes qui claquent, étaient maintenant paisibles, bercées par le bruit des grillons et le coassement des grenouilles dans le marais voisin. 1964 est arrivé avec la promesse de nouveaux départs. J'avais 18 ans. Mon visage encore avec des traits de fille, mais mes yeux déjà ceux d'une femme qui connaissait les difficultés de la vie trop tôt. Ma mère continuait à l'hôpital psychiatrique à Carpentras, avec des visites supervisées tous les 2 mois. Le médecin disait qu'elle répondait bien au traitement, mais aurait besoin de soins pour le reste de sa vie. Une maladie comme la sienne n'avait pas de remède. Elle avait un contrôle, elle avait de meilleurs jours, elle avait des leçons sur comment vivre avec. C'était cette même année que j'ai réalisé un miracle. J'ai été acceptée à l'école normale de Carpentras. Je me souviens du jour où la lettre est arrivée, apportée par le fils de Monsieur Julien, qui travaillait au bureau de poste de la ville. Papa l'a ouverte avec des mains tremblantes. Il me demandait toujours de lire le courrier, car ses yeux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Mais cette fois, il voulait l'honneur. Julie May a-t-il les yeux embués. Tu as réussi. Tu vas être enseignante. J'ai sauté dans ses bras. Nous deux tournoyant dans la cour, l'époux le courant effrayé dans toutes les directions. C'était un rêve qui semblait impossible pour une fille de la campagne, fille d'un cultivateur qui étudiait dans une école rurale, mais mon effort, les nuits, à étudier à la lumière de la lampe. Les livres dévorés les uns après les autres, tout cela en valait la peine. L'école normale était à 2 heures de bus de notre ferme. Tous les jours, je me réveillais à 4 heures du matin, aidais papa avec les tâches essentielles et prenais le premier bus. Je revenais quand le soleil s'était déjà couché, fatiguée, mais heureuse, ma tête bourdonnant d'idées nouvelles et de connaissances. Papa, maintenant 55 ans, avec les cheveux complètement blancs, semblait rajeunir avec mon enthousiasme. Il s'asseyait avec moi après le dîner et me demandait de lui raconter tout ce que j'avais appris. Même sans comprendre la moitié de ce que je disais sur la pédagogie, la psychologie infantile ou les méthodes d'alphabétisation, il écoutait avec une attention sincère, ses yeux brillants de fierté. Ta mère va être si heureuse quand elle l'apprendra, a-t-il commenté une nuit. Elle a toujours voulu que tu étudies. Tu sais, avant que la maladie ne prenne le dessus, c'était une des rares fois où il parlait de comment était ma mère avant, dans les premières années de mariage. Une jeune femme joyeuse, pleine de rêves, qui aimait chanter en lavant les vêtements dans le ruisseau, qui lisait des histoires à son ventre quand elle était enceinte de moi, qui faisait des projets pour me voir diplômée, devenir médecin. Comme elle disait, la maladie lui avait volé cette femme, mais dans les rares moments de lucidité pendant les visites à l'hôpital, je pouvais entrevoir des éclairs de cette mère qui aurait pu être
Lors d'une visite, j'ai apporté un essai qui avait reçu la meilleure note. Elle a pris le papier soigneusement, comme si c'était quelque chose de précieux. Tu écris bien, Julie, a-t-elle dit après avoir lu en silence. Tu as du talent avec les mots. C'était le compliment le plus sincère que j'avais jamais reçu d'elle. Et je l'ai chérie dans mon cœur. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignante en 1966 à 20 ans. La cérémonie était simple, dans la cour de l'école, avec les drapeaux français de Vaucluse flottant au vent. Papa était au premier rang, portant le seul costume qu'il avait, acheté pour son mariage il y a tant de décennies et conservé avec des boules de naphtaline pour les occasions spéciales. Ses yeux ne pouvaient cacher la fierté et l'émotion quand je suis montée sur scène pour recevoir mon diplôme. J'ai trouvé un emploi à l'école élémentaire du département, la même où j'avais étudié enfant. C'était un bâtiment en bois avec 2 salles où j'enseignais les 4 premières années en même temps. Les enfants assis sur de longs bancs, les plus grands au fond, les plus jeunes devant, tous attentifs au tableau où j'écrivais avec des craies colorées que j'achetais avec mon propre salaire. Papa ne voulait jamais que je contribue de l'argent à la maison. Ton salaire est à toi, ma chérie, économise-le, construis ton avenir. Mais j'insistais pour aider, achetant des choses pour améliorer notre quotidien. Un réfrigérateur à kérosène. Nous n'avions toujours pas l'électricité à la ferme. Une nouvelle radio pour remplacer l'ancienne qui tombait souvent en panne. Des médicaments pour ses douleurs dorsales qui augmentaient chaque jour. C'était des années douces. De 1966 à 1970, des années de dur travail. Oui, mais de joie simple et vraie. Je me réveillais tôt, faisais du café pour nous, 2, et partais à l'école avec ma sacoche en cuir, un cadeau des élèves pour mon premier jour, des enseignants. Papa s'occupait de la ferme et de la maison, et quand je revenais, il y avait toujours une tarte aux patates douces ou une tarte aux pêches qui m'attendait, ou du café frais juste préparé pendant les vacances scolaires. Nous voyagions à Carpentras pour rendre visite à ma mère, qui vivait maintenant dans une maison de repos, plus ouverte, moins comme un hôpital. Elle avait de bons jours et de mauvais jours, mais les médicaments gardaient les épisodes les plus graves sous contrôle. Parfois, elle nous reconnaissait immédiatement et souriait. D'autres fois, il fallait du temps, comme si elle devait fouiller sa mémoire pour savoir qui nous étions lors d'une de ses visites. And 1970, j'ai remarqué papa plus fatigué que d'habitude. Le voyage avait été long, Léa Solé est faute, et il avait déjà 60. Et un an, son corps marqué par des décennies de dur labeur. Mais il y avait quelque chose de plus au-delà de la fatigue physique, une sorte de résignation dans ses yeux, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas encore. Sur le chemin du retour, assis côte à côte dans le bus caouteux, il a pris ma main entre ses mains cailleuses et maintenant tremblantes. Julie May, il faut que je te dise quelque chose. Jeg senti mon cœur se serrer. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'il avait utilisé quand il m'avait dit que nous devions chercher de l'aide pour ma mère. Qu'est-ce que c'est? Papa, je suis allée chez le médecin la semaine dernière. J'étais trop fatiguée, avec une douleur ici dans la poitrine qui va et vient. J'ai des glutiforts, sentant un nœud se former
dans ma gorge. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que mon cœur n'est pas bon, que j'ai besoin de me reposer plus, éviter les efforts. J'ai regardé cet homme qui était tout mon monde, qui avait été père et mère pour moi, qui avait tant sacrifié pour me voir heureuse et en sécurité. Soudain, il semblait plus petit, plus fragile, comme s'il se flétrissait sous mes yeux. Alors nous ferons ça, papa, je prendrai un congé de l'école, trouverai quelqu'un pour s'occuper de la ferme. Il a secoué la tête, têtu comme toujours. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, ma chérie. Je veux pas que tu abandonnes tes rêves pour moi. Tu ne seras jamais un fardeau. Tu es ma famille. Mon papa, la personne que j'aime le plus au monde, il a souri, ce sourire qui éclairait toujours ma journée. Peu importe à quel point elle avait été dure, alors faisons un marché, je prendrai soin de moi, suivrai les ordres du médecin, et toi tu continues ton travail. Je ne veux pas te voir triste ou inquiète. Promise, yeah, promise. Bien sûr, mais l'inquiétude s'était déjà installée dans mon cœur et ne partait pas. Dans les mois suivants, nous avons réorganisé notre vie. Nous avons engagé le fils du voisin, Tommy, pour aider avec les travaux plus lourds de la ferme. J'ai commencé à cuisiner plus le week-end, laissant des repas prêts pour toute la semaine. Nous avons acheté des médicaments coûteux à la pharmacie de la ville. Suivant la prescription du médecin, papa, toujours si actif, passait maintenant plus de temps sur la véranda, regardant les oiseaux, lisant les quelques livres que nous avions, réparant de petites choses autour de la maison. Progressivement, il acceptait ses nouvelles limites, mais ne perdait jamais sa dignité. Sagentils, le regard serein qui était sa marque, en janvier 1960 et 11, pendant les vacances scolaires, je l'ai surpris. J'avais économisé mon salaire pendant des mois et acheté 2 billets de bus pour Aix-en-Provence. Qu'est-ce que c'est? Ma fille, a-t-il demandé, confuse, quand je lui ai montré les billets. Nous allons voir Aix-en-Provence. Papa, tu as toujours voulu visiter le quartier Saint-Ruf. Tu te souviens, tu me l'as dit quand j'étais petite, ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un garçon recevant un cadeau de Noël. Mais ta mère, notre visite mensuelle, j'ai déjà parlé au médecin. Nous avons fait une visite spéciale la semaine dernière. Tu te souviens, la prochaine sera quand nous reviendrons. Il a hoché la tête, trop ému pour parler. Nous avons voyagé en bus, une longue voyage, mais plein d'anticipation. Nous sommes restés dans une pension simple dans le quartier Saint-Ruf, recommandée par Madame Julien, qui avait un cousin à Aix-en-Provence. Voir l'expression de mon papa en contemplant les balcons en fer forgés, en écoutant le jazz dérivant des clubs, en observant le mouvement constant de gens de toutes sortes sur la rue principale, était une des plus grandes joies de ma vie. Pendant une semaine, il a oublié les douleurs, les limites, les soucis. Il était juste un homme réalisant un vieux rêve aux côtés de la fille qu'il aimait. Notre dernière nuit à Aix-en-Provence, assis près de la rivière Sorgue, regardant les bateaux passer, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu sais, Julie May, j'ai passé beaucoup d'années à me blâmer, pensant que j'avais échoué en tant que mari, pour ne pas avoir pu aider ta mère plus tôt en tant que père, pour ne pas t'avoir mieux protégé
Mais en te regardant maintenant, enseignante diplômée, femme folle, et Gentil, je réalise que peut être, j'ai pas tout fait de travers, je l'ai enlacé fort, sentant son corps plus mince, plus fragile, mais toujours chaud et sûr, comme il l'avait toujours été pour moi. Tu as tout fait correctement, papa, absolument tout. Nous sommes rentrés chez nous, renouvelés, avec des histoires à raconter, des photographies à montrer. Nous en avons pris 2, une sur une place publique et une autre près de la rivière. Un luxe coûteux, mais qui valait chaque centime, et des souvenirs que nous garderions pour toujours. Mais la vie, cet enseignant implacable, avait d'autres leçons en réserve pour nous. En mars de cette même année, papa s'est réveillé avec une forte douleur thoracique. Il était pâle, en sueur, froid. J'ai couru chercher de l'aide et le fils de Monsieur Guillaume nous a conduits à l'hôpital de la ville. C'était 3 jours d'angoisse, 3 jours de prière, de promesses, de tenir sa main dans la mienne pendant que les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, avec les ressources limitées de cet hôpital rural. Tôt le matin du 3e jour, il est parti, paisible, serein, comme il vivait. Ces derniers mots étaient pour moi, dans un murmure presque inaudible, Vis, Julie May, Vis pour nous 2. L'enterrement était simple, comme il l'aurait voulu. Le cercueil, couvert de fleurs sauvages, cueillies par mes élèves, a été descendu dans la terre rouge du petit cimetière de Malaucène, sous le regard triste d'amis, de voisins et de connaissances qu'il avait aidées tout au long de sa vie. Je suis rentrée chez moi seule. La même maison qui avait été le théâtre de tant de souffrance et plus tard de tant de paix, les murs semblaient contenir des échos de son rire. L'odeur du café qu'il faisait, le bruit du rocking chair sur la véranda. Je me suis assise à la table de la cuisine et pour la première fois depuis sa mort, j'ai laissé les larmes venir sans retenue. Mais au milieu de la douleur, une certitude s'est formée. Je n'étais pas vraiment seule. Je portais avec moi chaque leçon, chaque exemple, chaque mot de sagesse qu'il m'avait donné. Et maintenant, c'était à mon tour d'honorer cet héritage, de transformer tout ce que j'avais appris en quelque chose de significatif, comme elle disait. Je devais vivre, pas seulement survivre, mais vraiment vivre avec un but et un sens. Et c'est en pensant à cela que, quelques mois plus tard, j'ai pris une décision qui changerait à jamais le cours de ma vie et celui de beaucoup d'autres. La maison n'a jamais semblé aussi vide que dans les mois après le décès de mon papa. Chaque coin contenait un souvenir, chaque objet avait une histoire, chaque aube apportait la douleur renouvelée de son absence. Je continuais à enseigner à l'école du district, mais rentrais dans une maison silencieuse, où même le tic-tac de l'horloge semblait avoir peur de faire du bruit. C'était lors d'une visite à ma mère, à la mi-1971, que quelque chose a changé en moi. Elle avait une bonne journée, lucide, calmée, presque comme la femme qu'elle aurait pu être sans la maladie. Quand je lui ai parlé de la mort de papa, elle a pleuré. Un pleur silencieux, profond, de quelqu'un qui comprend
la perte même à travers le brouillard des médicaments et de la confusion mentale. C'était un homme bon. A-t-elle les dites tenant mes mains, trop bon pour moi. À ce moment, en regardant cette femme fragile qui m'avait autrefois causé tant de peur, j'ai ressenti une compassion que je n'imaginais jamais possible. C'était pas de la pitié, ni du ressentiment déguisé. C'était une compréhension sincère que nous sommes tous brisés d'une certaine manière. Nous combattons tous nos batailles, visibles ou invisibles. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis la mort de papa. Toutes les souffrances que j'avais vécues, toutes les blessures que je portais, elles auraient pu me durcir, maigrir. Mais au lieu de cela, elles m'ont donné une sensibilité particulière à la douleur des autres, une capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître la souffrance silencieuse. Et c'est alors que j'ai eu l'idée qui changerait ma vie pour toujours. L'orphelinat Sainte-Marie était à la périphérie de la ville, une vieille demeure donnée par une famille locale riche. Je connaissais l'endroit de passage. Il semblait toujours triste, délabré, avec des enfants au regard vide jouant dans une cour morne. J'ai décidé de visiter un samedi après-midi sans le dire à personne, juste pour voir. Ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. Près de 40 enfants, des bébés aux adolescents, vivant dans des conditions précaires. Il manquait de tout, vêtements, nourriture adéquate, fournitures scolaires, mais surtout, il manquait d'amour. Les 2 vieilles nonnes qui géraient l'endroit faisaient ce qu'elles pouvaient, mais elles étaient épuisées, débordées, incapables de donner l'attention dont chaque enfant avait désespérément besoin. Étiez-vous venue adopter, a demandé sœur Élisabeth avec espoir quand j'ai expliqué que j'étais enseignante et voulais voir l'endroit. Non, je suis venue offrir mon aide. Je peux venir les week-ends, donner des cours de soutien, lire des histoires, organiser des jeux. Le sourire sur le visage ridé de cette nonne était comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Dieu merci, ces enfants ont besoin de quelqu'un qui se soucie autant. J'ai commencé à y aller tous les samedis. J'apportais des livres de l'école, organisais des cours de soutien, racontais des histoires, enseignais des chansons. Les enfants, d'abord méfiants, ont bientôt commencé à attendre mademoiselle Julie avec impatience. Certains s'attachaient plus, comme le petit Guillaume Fivens, qui avait été abandonné à la porte de l'orphelinat bébé, ou Marie, Elisabeth, 12 Hands, dont les parents étaient morts dans l'inondation de 67. J'ai pris une décision que beaucoup trouvaient folle. J'ai vendu notre propriété, la maison, la terre, le champ de lavande que mon papa avait cultivé avec tant d'amour. C'était douloureux, mais je savais qu'il comprendrait. Avec l'argent, j'ai acheté une maison plus grande près de la ville, avec une grande cour aérée. Et puis j'ai fait quelque chose qui a changé à jamais le cours de ma vie. J'ai demandé l'autorisation de prendre 5 enfants de l'orphelinat avec moi, pas comme une adoption officielle. À cette époque, une femme célibataire de 26 ans aurait difficilement pu adopter un enfant, encore moins 5. Mais comme tutrice,
légales, responsables de leur bien-être et de leur éducation. C'était des mois de bureaucratie, de visite de travailleurs sociaux, de prouver que j'avais les conditions financières et émotionnelles pour m'occuper de ces enfants, mon travail d'enseignante. Ma réputation dans la communauté est, je crois, la main de Dieu, ont ouvert des portes qui semblaient impossibles. En juin 1972. Nous avons emménagé dans la nouvelle maison. Moi, Guillaume, 5 ans, Marie, Elisabeth, 12 ans, les jumeaux Jean et Joseph, 8 ans, et la petite Marguerite, 3 ans, que j'ai nommée en l'honneur de ma mère, dans une tentative silencieuse de guérir le passé. Les premiers mois étaient un chaos organisé. 5 enfants qui n'avaient connu que la rigidité de l'orphelinat avaient soudain une cour pour courir, une table pleine, une mère, rien que pour eux. Il y avait des larmes, des disputes, des krauchemaas, des pipis au lit, toutes des manifestations de traumatisme profond que chacun portait, mais il y avait aussi les premiers rires insouciants, les premières étreintes spontanées, les premiers « je t'aime ». Mademoiselle Julie murmurait au coucher, chaque petite victoire était célébrée comme si c'était la conquête du monde. La première note A à l'école, la première dent de lait perdu, la première fois que Marguerite a dormi toute la nuit sans pleurer pour une mère qu'elle n'avait jamais connue, en 1973. J'ai reçu une invitation qui allait encore changer le cours de notre histoire. Le directeur du conseil départemental de l'éducation était impressionné par le travail que je faisais avec mes enfants et comment cela se reflétait positivement dans leurs résultats scolaires. Il m'a offert l'opportunité de créer un programme parascolaire pour les enfants vulnérables. Vous avez un don. Mademoiselle Delorme a-t-il dit, un don qui ne peut pas être limité à vos 5 enfants seulement. Avec le soutien du département, nous avons fondé le Centre Nouveau Départ, dans une vieille maison donnée par l'église. Le matin, les enfants fréquentaient l'école régulière. L'après-midi, ils venaient à notre centre où ils recevaient du soutien scolaire, une alimentation adéquate, des activités artistiques et surtout une attention individualisée. J'ai commencé avec 12 enfants. À la fin de la première année, ils étaient 30. À la deuxième ouche, les histoires de transformation se multipliaient. Des garçons qui étaient sur le point de se tourner vers le crime et qui maintenant rêvaient d'être enseignants. Des filles qui parlaient à peine de timidité et qui maintenant menaient des représentations théâtrales, des enfants qui arrivaient mal nourris et s'épanouissaient avec une nutrition adéquate et des soins affectueux. En 1975, quelque chose est arrivé que je n'avais jamais imaginé possible. J'ai reçu une lettre du ministère de l'Éducation. Notre projet avait été recommandé comme modèle pour d'autres départements. J'ai été invitée à aller à Nîmes pour recevoir un prix de reconnaissance et présenter notre méthodologie à des éducateurs de tout le pays. J'ai voyagé avec le cœur plein de fierté et de gratitude. Moi, Julie, fille de cultivateur, qui est grandie dans une maison avec des sols en terre, était maintenant dans un auditorium plein d'autorité, expliquant comment l'amour et l'attention individualisée peuvent transformer la vie d'un enfant. Quand je suis revenue à Malaucène,
j'ai trouvé une surprise. La communauté s'était organisée pour agrandir l'espace du projet. Parents, anciens élèves, commerçants locaux, tous ont contribué avec des matériaux de construction, de la main-d'œuvre, des meubles. En quelques mois, nous avions un nouveau bâtiment avec des salles de classe appropriées, une cuisine industrielle, une bibliothèque et même un petit jardin communautaire. Pendant ce temps, ma famille à la maison grandissait aussi. En 1977, j'ai accueilli 3 autres enfants. Samuel, 4 ans, dont les parents avaient été victimes d'un accident de voiture. Hélène, 9 ans, qui avait subi de terribles abus dans sa famille biologique. Et Benjamin, 12 ans, qui vivait dans la rue depuis ses 7 ans. N'as-tu pas peur de te sentir dépassé ? M'a demandé une fois la travailleuse sociale qui suivait nos cas. J'ai peur de ne pas en faire assez. Ai-je répondu honnêtement, chaque enfant qui passe par moi porte un morceau de mon cœur, mais il laisse aussi un morceau du leur. C'est un échange équitable. En 1980, j'ai reçu un appel téléphonique qui a encore changé le cours de ma vie. Ma mère, qui était toujours à la maison de repos à Carpentras, avait une santé très fragile. Les années de médicaments lourds avaient affecté son cœur et ses reins. Les médecins ne lui donnaient plus beaucoup de temps. J'ai voyagé immédiatement et l'ai trouvé fragile, presque méconnaissable, mais ses yeux, ces mêmes yeux couleur de miel que mon papa avait tant aimés, avaient encore une lueur de reconnaissance quand elle m'a vue. Julie, ma fille, a-t-elle murmuré, sa voix presque inaudible, « Est-ce que ta mère a ton pardon ?» J'ai tenu ses mains froides dans les miennes, ces mains qui m'avaient autrefois frappée, mais aussi, je me souvenais maintenant, tresser mes cheveux et préparer du porridge quand j'étais malade, dans les rares moments de lucidité. Je t'ai pardonné il y a longtemps, maman, ce n'était pas ta faute, c'était la maladie. Elle a légèrement souri, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. J'ai entendu parler de ce que tu fais avec les enfants. Ton père serait si fier. 3 jours plus tard, elle est partie. Je l'ai enterrée à côté de mon papa dans le petit cimetière de Malaucène. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Peu se souvenaient d'elle après tant d'années hospitalisée, mais il était en paix, enfin libre de la prison qui était devenue son propre esprit. De retour chez moi, je me suis assise avec mes 8 enfants sur la véranda et leur ai parlé de la grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue. Je n'aurais pas parlé des abus, de la peur. Cela attendrait qu'il soit plus grand et puisse comprendre la complexité de la maladie mentale. Je leur ai parlé de la jolie fille à la fête religieuse, de comment elle aimait chanter, de comment la maladie lui avait volé la chance d'être la mère qu'elle, au fond, voulait peu être. C'était Marie, Elisabeth, maintenant 22 ans, étudiant pour devenir enseignante, qui a posé la question qui m'a surprise. Mademoiselle Julie, penses-tu que c'est à cause de ce que tu as vécu avec ta mère que tu as décidé de t'occuper de nous? J'étais silencieuse un moment, réfléchissant à la question. Je n'y avais jamais pensé si directement. Je pense que oui, ma chérie, la douleur peut faire 2 choses à nous.
Elle peut nous durcir, fermernos queus, ou elle peut nous ouvrir, nous rendre plus sensibles à la douleur des autres, grâce à Dieu et grâce à l'amour de mon papa. J'ai choisi le deuxième chemin. Les années suivantes ont été celles de l'expansion et de la consolidation de notre travail. Le Centre Nouveau Départ est devenu une référence nationale dans l'éducation complémentaire et le soin des enfants vulnérables. Nous recevions des visites d'éducateurs d'autres départements intéressés à reproduire notre méthodologie en 1985 à 39 ans. J'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur de Malaucène en reconnaissance du travail qui avait transformé la vie de centaines d'enfants au fil des ans. Lors de la cérémonie, j'ai regardé le public et vu mes enfants, les premiers déjà adultes, étudiants, travaillant, formant leur propre famille, brisant le cycle de l'abandon et de la violence dont ils avaient été sauvés. Aujourd'hui, à 79 ans, je regarde en arrière et vois une vie qui valait la peine d'être vécue, mes cheveux blancs, mes mains ridées, chaque ligne sur mon visage raconte une histoire de lutte, de dépassement, d'amour multiplié. Le Centre Nouveau Départ est maintenant une fondation avec 12 unités réparties à travers la France, servant plus de 2 enfants, Mes Enfants. 23 au total qui sont officiellement passés sous ma tutelle au fil des ans, sont dispersés à travers le monde, chacun suivant son propre chemin, mais tous portant une partie des valeurs que j'ai apprises de mon papa et essayer de transmettre. Marie-Elisabeth est devenue la directrice de la fondation Continuant le travail quand mes forces ne permettaient plus la même dévotion. Guillaume, ce petit garçon de 5 ans qui fut le premier à m'appeler mère, est devenu médecin et coordonne maintenant un projet de santé mentale pour les enfants traumatisés, un hommage silencieux à la grand-mère qu'il n'a jamais connue, mais dont il a compris et pardonné l'histoire. Et moi, je suis toujours ici, dans ce rocking chair, sur la véranda de la maison, qui est maintenant le foyer de 3 de mes petits-enfants. Enfants de mai, enfants de cœur, oui, pour différentes circonstances, avaient besoin d'aide pour élever leurs propres enfants. La roue de la vie continue de tourner. Les blessures d'hier se transforment en bénédictions d'aujourd'hui. Et l'amour, ce mystère qui ne peut être expliqué, trouve toujours un moyen de fleurir, même dans le sol le plus aride. S'il y a une chose que j'ai apprise en ces 79 ans de vie, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Chaque douleur que nous vivons peut se transformer en bénédiction pour quelqu'un, si nous le permettons. Chaque cicatrice peut devenir une médaille, chaque blessure peut devenir une source de guérison pour les autres. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont croisé mon chemin, à chaque enfant qui a trouvé en moi un peu de la mère qu'il n'avait pas, à chaque jeune qui a découvert sa valeur après une vie de rejet. Mes chers qui m'écoutez maintenant, merci d'avoir dédié un peu de votre journée à écouter cette vieille femme. Si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, partagez-la s'il vous plaît. Mon petit-fils Pierre m'aide à partager ses souvenirs avant qu'ils ne se perdent dans le temps. Ces histoires partagent les récits réels de grands-parents de toute la France qui, comme moi, ont transformé la douleur en but. La vie n'est pas toujours facile. Mes Enfants.
Il y a des jours où le vent souffle si fort qu'il semble nous faire tomber. Mais si j'ai appris quelque chose dans ce long voyage, c'est que nous sommes plus forts que nous le pensons, plus capables que nous ne l'imaginons, et que l'amour, cet amour que nous donnons quand il semble que nous n'avons rien à donner, est la force la plus puissante qui existe dans ce monde. Comme mon papa disait, après la plus forte tempête vient l'arc-en-ciel le plus beau. Et c'est la plus grande vérité de cette vie humble et colorée qui est la nôtre